Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, le vice-président William Ruto a dévoilé son programme électoral à l'approche de l'élection présidentielle. Le candidat ambitionne notamment de favoriser la création d'emplois. Pour ce faire, il entend stimuler la production avec un investissement de 250 milliards de shillings. Le maintien de l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. La résolution a été prorogée par le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'à juillet 2023. Une décision votée avec 10 voix pour. Et puis focus sur le secteur de l'énergie solaire au Malawi, une source d'énergie sur laquelle les autorités ont décidé de miser pour améliorer le taux d'électrification dans le pays. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction le Soudan, où le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé, je cite, que l'armée ne participera plus au dialogue. Cette décision vise selon lui à laisser les civils former un gouvernement de personnalités compétentes. Autre annonce faite par l'homme fort du pays, la dissolution du Conseil souverain et la mise en place d'un Conseil suprême des forces armées. Mais cette nouvelle ne fait pas l'unanimité auprès de la population qui clame ne pas avoir confiance envers le général al-Burhan. Les forces pour la liberté et le changement, la coalition qui regroupe des partis politiques et des associations, a rejeté cette décision et a appelé les Soudanais à poursuivre la mobilisation. Dans l'actualité également, est-ce là le signe d'un apaisement des tensions? Ce mercredi 6 juillet, une rencontre est prévue entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Un entretien organisé en Angola en présence du chef de l'État João Lourenço qui officiera en tant que médiateur désigné de l'Union africaine. Au cœur des discussions, la crise diplomatique qui oppose les deux États. Alors que la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du mouvement du 23 mars. Une source proche du dossier affirme, je cite, que les preuves s'accumulent. Avec cet entretien, le pouvoir congolais attend des autorités de Kigali qu'elles apportent plus de précision sur ses liens avec le mouvement du 23 mars. Au Kenya, les candidats s'activent en vue de l'élection présidentielle. À l'approche de ce scrutin prévu le 9 août prochain, le vice-président William Ruto a présenté le 30 juin dernier son projet aux électeurs. Parmi les points notables de son programme, un investissement de 250 milliards de shillings sur une période de 5 ans est annoncé pour stimuler la production. Nathalie. Un programme économique d'une valeur de 250 milliards de shillings sur 5 ans en faveur de l'agriculture, c'est la promesse de campagne du vice-président William Ruto, candidat du parti Kenya Kwanza à l'élection présidentielle du 9 août 2022. Intitulé Le Plan, le manifeste électoral de William Ruto s'adresse aux défis économiques du Kenya visant à impulser un essor multisectoriel du pays. Un investissement d'au moins 250 milliards de shillings kenyans pour les exercices 2023 et 2027, résultant de la réorganisation et de la restructuration du budget, afin d'être davantage orienté vers la production et de réduire les énormes financements d'infrastructures consommateurs de capitaux. Les politiques de dépenses seront également réorganisées pour réduire le gaspillage et favoriser l'optimisation des ressources. En cas de victoire au scrutin, le président du parti Kenya Kwanza a annoncé une amélioration significative du coût de la vie au cours des 100 premiers jours. La recette du vice-président William Ruto pour la croissance économique du pays repose sur la création d'emplois à travers un soutien de 50 milliards de shillings chaque année pour fournir aux micro, petites et moyennes entreprises un accès fiable au crédit. Le sous-secteur des micro, petites et moyennes entreprises représente 85% des emplois non agricoles, ce qui représente aujourd'hui 15 millions des 18 millions de travailleurs. Actuellement, elle absorbe 9 jeunes sur 10 qui entrent dans la vie active, 750 000 en moyenne, alors que l'économie salariale formelle des entreprises en absorbe à peine 50 000. Le vice-président William Ruto prévoit l'augmentation du financement des institutions de recherche et de développement de 0,8% à 2% du PIB. Le manifeste électoral du vice-président kenyan est ancré autour de 5 piliers: l'agriculture, le financement, le logement, l'accès à la santé et l'économie numérique et créative.
En République démocratique du Congo, l'embargo sur les armes a été prorogé jusqu'au 1er juillet 2023. Une résolution prise par le Conseil de sécurité de l'ONU le 30 juin dernier avec 10 voix pour. Cette décision intervient à l'heure où l'insécurité reste vive dans l'est du pays. Une région secouée notamment par des affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. Nathalie Mo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. L'organisme onusien a cependant allégé la mesure, suspendant l'obligation de notification établie pour les envois d'armes et de matériel connexe à destination de la RDC. Une décision qui intervient alors que la situation sécuritaire à l'est du pays se détériore, des combats opposant l'armée au M23 et face à l'enlisement de la crise diplomatique avec le Rwanda. La principale raison invoquée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour prolonger cet embargo contre la République démocratique du Congo est que certains officiers supérieurs de l'armée congolaise, notamment des généraux, seraient impliqués dans différents trafics à l'est de ces pays et fourniraient en armes certains groupes armés. La République démocratique du Congo est sous sanction de l'ONU depuis 14 ans. S'étant abstenus lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU, les représentants africains, Ghana, Kenya et Gabon, ont estimé que cette mesure freine la capacité de la RDC à assurer la protection de ses populations victimes de violences. Un déséquilibre entre différents acteurs de la région impliqués dans l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il vous en souviendra par exemple que le Rwanda est accusé de soutenir les M23. Or, le Rwanda n'est pas sous embargo. Donc, les armes achetées par le Rwanda pourraient se retrouver entre les mains du M23 qui agresse le Congo et le Congo n'aura pas les mêmes moyens en armes pour combattre ces mouvements. Les nouvelles mesures de l'ONU imposent un gel des avoirs et une interdiction de voyager aux personnes et entités coupables de production, fabrication ou utilisation d'engins explosifs improvisés en RDC. Selon Bintou Keïta, chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, la stabilisation du pays est un enjeu majeur à près de 17 mois de la présidentielle prévue fin 2023. Chefs d'État et de gouvernement, représentants de la Banque mondiale ou encore dirigeants d'institutions internationales y seront présents. Le Sénégal abritera le 7 juillet prochain une réunion de haut niveau pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement. D'après l'institution, ce rendez-vous permettra aux dirigeants de cibler, je cite, des projets prioritaires susceptibles d'apporter une transformation du continent. Les détails avec Philo Mentine. Afin de mettre en œuvre le programme de l'Association internationale de développement IDA 20 pour l'Afrique, les dirigeants africains et la Banque mondiale œuvrent à stimuler la croissance économique du continent, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réunion de haut niveau des chefs d'État africains qui doit se tenir le 7 juillet prochain à Dakar, dans la capitale sénégalaise. La rencontre de Dakar a pour objet le démarrage du programme IDA 20. En 2021, une rencontre à Abidjan qui a permis à ses dirigeants de pouvoir définir les axes et surtout l'enveloppe qui va être consacrée à ce programme. Et maintenant, il est quand même grand temps de le mettre en œuvre, d'autant plus que l'Afrique fait face à de nombreux défis, dont le premier est la sécurité alimentaire. Les chefs d'État vont plaider en faveur de la transformation économique, de l'agriculture, de l'élevage et la sécurité alimentaire, du capital humain, des innovations numériques et technologiques et de la transition énergétique. En outre, le programme IDA 20 pour l'Afrique, couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, est doté d'un financement de 65 milliards de dollars en faveur de 39 pays africains. Le programme IDA 20 propose entre autres la résilience des économies africaines et une économie plus verte. Bon, c'est discutable dans le sens où aujourd'hui l'Afrique est un continent qui pollue le moins. Or, l'initiative de la Banque mondiale nous fait comprendre que cette dernière souhaiterait que l'Afrique adopte un autre modèle économique contrairement à ceux des pays puissants qui sont basés sur les énergies fossiles. Elle voudrait que l'Afrique développe un autre type d'économie. Le programme de la Banque mondiale IDA 20 vise à accompagner le redressement des pays touchés par la pandémie de Covid-19 et leur transition vers un développement vert, résilient et inclusif.
Le Malawi célébrera ce 6 juillet sa fête de l'indépendance. Pour l'occasion, focus sur le défi de l'accès à l'électricité. En vue d'améliorer le taux d'électrification dans le pays, les autorités ont notamment misé sur l'énergie solaire. Pour répondre à cet enjeu, le Malawi s'est doté de 2 centrales, dont celle de Golomoti, inaugurée le 7 juin dernier. Les précisions de Samantha Sabero-Sabobanga. Selon un rapport de PricewaterhouseCoopers paru en 2021, seulement 58% des Africains ont accès à l'électricité. Pour atteindre un niveau d'électrification suffisant, le Malawi entend doubler sa capacité de production d'ici 2030 et la multiplier par 5 d'ici 2050. À cet effet, le président de la République du Malawi, Lazarus Makarti Chakwera, a inauguré en juin dernier Golomoti Solar, une centrale ayant une capacité de production de 60 MW par an, permettant ainsi d'alimenter en électricité environ 75 000 foyers. Le renforcement de 80 MW en électricité provenant de l'énergie solaire est un remplacement complémentaire qui va certainement aider à relancer la production industrielle et la transformation semi-industrielle. Mais cette électricité propre et complémentaire est loin de couvrir ou de remplacer systématiquement en 2030 l'énergie d'origine. Grâce à Golomoti Solar et Salima Solar, inaugurées à la fin de l'année 2021, ces centrales vont permettre à long terme un meilleur approvisionnement en énergie propre, indispensable au Malawi. Elles fourniront également aux jeunes ingénieurs du Malawi et des pays voisins des opportunités de formation technique et de développement professionnel relatifs aux technologies de stockage d'électricité par batterie. Heureusement pour le Malawi qui n'a pas d'énergie nucléaire, mais l'hydroélectricité reste encore pour plusieurs années la source d'énergie la plus sûre, la plus durable, malheureusement un peu plus polluante, qui va graduellement être remplacée par l'énergie solaire. Mais l'énergie solaire ne peut pas thématiquement combler le gap et faire la mutation de l'énergie hydroélectrique. Ensemble, les projets Golomoti et Salima Solar ont renforcé de 80 MW la capacité en énergie renouvelable du pays. Ils visent à appuyer la transition du Malawi vers une énergie propre et soutenir le développement économique à venir du pays. Nous nous envolons à présent pour le Bénin à la rencontre de Issifou Bawa Adam. Artiste polyvalent, le jeune béninois est un passionné de dessin depuis l'enfance, une passion qui l'a amené à explorer diverses activités artistiques telles que la peinture, la photographie ou encore la sculpture. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au carrefour Wenuswafi, Dirosé à Cotonou, les sculptures en béton de l'artiste pluridisciplinaire Issifou Bawa Adam sont impressionnantes. Passionné du dessin depuis l'enfance, Issifou Bawa Adam n'a pas pu poursuivre ses études primaires à cause des moyens limités de ses géniteurs. L'enfant de la localité d'Aledjokura dans la commune de Basila s'est révélé au village grâce à sa spontanéité à dessiner tout ce qui lui venait en idée avec les granites qui servent à réaliser le goudron. Il a abandonné les classes pour se consacrer au dessin. Arrivé à Cotonou dans les années 2000, il a découvert le monde de la peinture et a décidé de se former dans le domaine. Autodidacte, Bawa a renforcé ses connaissances et se spécialise dans la création de sculptures en béton. J'ai trouvé un Nigérien qui dessine bien et qui fait la peinture et en même temps la sculpture en béton là. Il m'a demandé d'amener le contrat. Bon, l'argent qu'il a demandé, je n'avais pas. Je suis obligé de passer par les aides-maçons, gardiennage pour pouvoir gagner un peu. Donc, on n'a pas pu durer. On a fait que 9 mois avant que le monsieur ne reparte au Nigeria. L'artiste, photographe, peintre et sculpteur capitalise 19 années d'expérience dans le domaine des arts. Il a réalisé plusieurs œuvres d'art en béton, notamment la série portrait des différents présidents de la République depuis le renouveau démocratique et bien d'autres œuvres mises en exposition à la direction des eaux et forêts et hôtels à Cotonou. Ces travaux ne passent pas inaperçus. L'artiste, comme j'ai dit tantôt, a besoin d'être encouragé, d'être sponsorisé, parce que vous aurez l'occasion de voir certaines choses qu'il a réalisées. Donc ça peut être un apport pour notre pays, un apport pour le Bénin. Bawa Art entend œuvrer pour l'épanouissement des enfants déscolarisés et démunis. Avec ses moyens,
Il ambitionne de révéler de jeunes talents à travers la photographie, la peinture et la sculpture à béton. Il désire également avoir des soutiens pour renforcer ses compétences dans la sculpture à béton afin d'hisser son art au sommet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.